Bonjour à toutes et tous, c'est bon là. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Deschamps qui va nous parler de la forteresse d'Erebuni et de la fin du royaume d'Urartu. Donc, comme vous le savez, cette année 2018 est marquée par le 2800e anniversaire de la fondation d'Erebuni. Et à cette occasion, la Maison de l'Orient et l'association Sources d'Arménie se sont associés pour mettre en place le cycle des conférences Jean Pouillou. Et je vais tout de suite passer la parole à Madame Monod qui va vous présenter notre conférencier. Je vous remercie. Donc, avant de présenter Stéphane, je tenais à souligner le fait que si cette conférence a lieu, c'est grâce à l'idée de Bérengère Perello qui a suggéré d'inviter Stéphane dans le cadre des conférences de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un travail partenarial qui réunit depuis quelques années déjà donc la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. J'ai été en contact avec Bérengère Perello depuis 2014, mais également avec l'Université catholique de Lyon, Sources d'Arménie que je côtoie régulièrement aussi. Je suis moi-même donc enseignante-chercheur de l'école d'architecture de Lyon. Et donc c'est un partenariat qui s'est tissé au fil des années à partir de 2013 où j'ai pu rencontrer Stéphane en train de fouiller sur le site d'Erebuni en juillet et sa présentation était tellement intéressante que je suis restée plus d'une heure sous le soleil en haut de la colline. J'ai fini avec une bonne insolation qui m'a rendue malade pendant 15 jours. Je garde, donc c'est vous dire à quel point Stéphane est passionnant et va vous tenir une belle conférence ce soir. Donc un travail d'équipe et de partenariat qui a été donc inauguré cette année avec un cycle de conférences que nous avons organisé avec Maxime Yevadian. Et donc, dont une première a déjà eu lieu en juin sur les études ADN et le lien de peuple arménien avec l'Urartu. La deuxième conférence d'aujourd'hui, qui est celle de Stéphane Deschamps, qui sera suivie par une troisième conférence au siège de la compagnie Allais et Gaillan sur les liens entre l'Urartu et l'Arménie, sur les aspects historiques, qui sera traitée par Maxime. Et donc une quatrième conférence sur les aspects linguistiques dont la date n'est pas encore déterminée. Donc je vous remercie puisque je vois dans le public beaucoup de personnes qui suivent fidèlement les programmes organisés par ce partenariat. Et donc je vais embrayer sans tarder sur la biographie de Stéphane, qui est actuellement conservateur général du patrimoine et conservateur régional de l'archéologie à la DRAC d'Île-de-France depuis 2015, je crois. Donc, il est membre permanent à l'UMR, unité mixte de recherche archéologie et sciences de l'Antiquité, à la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie à Nanterre. Il est également membre du Conseil national de la recherche archéologique et collabore au laboratoire international associé, l'IA, sur les risques naturels et adaptations stratégiques de l'Arménie depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, enfin grosso modo plus de 10 000 ans. Et qui est donc coordonné par le laboratoire Archéorient de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. C'est un spécialiste de l'archéologie urbaine antique et donc Stéphane a redéployé ses activités de recherche depuis la fin des années 90 vers l'Arménie et plus particulièrement sur la période achéménide perse et la transition entre la fin du royaume Urartu et cette période. Donc, 2 programmes successifs de 2008 à 2011 et de 2012 à 2017 permettent d'une part de proposer une nouvelle organisation topographique du sanctuaire de Khaldi. Ça, Stéphane vous en dira bien plus durant la conférence. Et d'autre part, de mieux appréhender la période de transition qui suit la chute du royaume d'Urartu vers la fin du 7e siècle et début du 10e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est bien sûr, chef de mission archéologique dans le cadre des programmes soutenus par le ministère des Affaires étrangères pour la fouille et l'étude du site de la période achéménide de Benyamin, d'abord dans un premier cycle dans la région de Chirac, depuis 1999 jusqu'en 2007.
en partenariat avec le professeur Termarty Rossov, qu'on l'on regrette, qui a disparu. Et donc, palais et habitat de la période achéménide à Benjamin. Et puis ensuite, il a enchaîné depuis 2008 sur le site archéologique de Erebuni, qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il est auteur et co-auteur d'une dizaine de publications sur les recherches conduites par son équipe en Arménie. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel et ça sera complété et développé par Stéphane pendant sa conférence. Merci beaucoup pour cette présentation flatteuse. Je dois dire que c'est un grand plaisir. D'abord, je voudrais aussi remercier, mais je ne vais pas être trop long, parce que c'est les remerciements, succès de remerciements, ça peut être parfois un peu fastidieux, mais remercier effectivement à la fois Suzanne Monod, à la fois Maxime et la Maison de l'Orient de bien m'avoir invité à présenter cette conférence. D'autant plus que c'est important pour moi parce que je devais la présenter à Erevan en fait, à l'origine. Alors pas tout à fait la même, mais un peu plus courte, mais je vais la présenter à Erevan et le colloque sur les 2800 ans de l'anniversaire d'Erevan a été, pour des raisons qu'on imagine bien, a été reporté, puis annulé, et je ne sais pas s'il verra le jour. En tout cas, oui. Cette présentation, je pourrais la faire aujourd'hui devant vous. Je t'interromps juste une seconde. Effectivement, le colloque de Erevan est repoussé. À mon avis, on va l'organiser avec le directeur du site, avec Monsieur Gurdjian, que tu connais bien. Et j'ai bien évidemment oublié l'essentiel, c'est de remercier ceux qui soutiennent financièrement et qui permettent la possibilité de ce cycle de conférences. Je tenais à remercier le Grand Lyon Métropole, la région Rhône-Alpes ainsi que la Fondation Gulbenkian. Donc, et je remercie Isabelle Lagarde qui est présente aussi ce soir. Merci. Eh bien, écoutez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, cette photo, c'est un petit peu la vue que l'on a tous les jours de la forteresse d'Erebuni, ce qui n'est pas désagréable, vous l'imaginez bien. Alors, je ne vais pas citer toutes les collaborations, je pense que Suzanne on a cité un certain nombre. Rappelez également que ce programme ne fonctionne que parce que l'on a aussi des collaborations avec les équipes arméniennes. Alors, tu as mentionné la région du Chirac tout à l'heure, et je pense notamment au musée de Goumri, toute l'équipe scientifique du musée de Goumri, avec laquelle on a travaillé pendant de nombreuses années. Et puis maintenant, l'équipe du musée d'Erebuni, puisque le musée d'Erebuni est à la fois le conservateur du musée, est à la fois conservateur du musée et de la forteresse, puis Chengavit et Karamir Blour aussi, mais je ne parlerai pas de Chengavit, un petit peu de Karamir Blour quand même, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc c'est un travail de collaboration depuis de nombreuses années, et voilà. Un petit peu, quelques éléments du plan de la présentation. Alors une vue aérienne de la forteresse d'Erebuni sous un angle où on n'a pas l'habitude tellement de la voir, ça change un petit peu, mais on reverra tout à l'heure. Ici, à droite, le musée d'Erebuni. Je crois que j'aurai une photo un petit peu plus tard de l'inauguration en 68 du site d'Erebuni. Vous verrez à peu près la foule que ça a pu mobiliser à l'époque. C'est assez exceptionnel. Donc, la forteresse d'Erebuni. Donc, je vais décliner un certain nombre de points. Un bref historique, je ne vais pas être trop long, sur l'origine de la mission, comment elle s'est déroulée, comment elle s'est mise en place. Puis on passera un premier point sur les forteresses ouartéennes de la plaine de l'Arax, un état de l'art, un petit peu, voilà, quels sont l'état un petit peu des connaissances. Je me limiterai aux principales forteresses parce qu'on a déjà beaucoup de choses à aborder. Je ne peux pas entrer en détail de tout. Et puis on abordera évidemment la forteresse royale d'Erebuni, donc fondée par le roi Argishti, allez, on va dire en 782. Ça permet de fixer une date pour les 2800 ans. En fin de compte, la chronologie des rois ouartéens n'est pas aussi certaine que cela. 782, bon, c'est pas très grave. Voilà, début du 8e siècle. Donc on abordera la problématique de recherche. Sous quel angle on a abordé cette fouille. C'est pas pour le plaisir de fouiller, de mettre au jour des vestiges qui ont déjà été un peu malmenés par les archéologues dans les années 50-60, mais surtout pour répondre à certaines questions particulières. Et vous verrez que j'ai la faiblesse de penser que le site d'Erebuni apporte des réponses, me semble-t-il, ou des jalons assez importants. Les principaux acquis, c'est le corps de la présentation de 10 années de fouilles, 10 années déjà, donc présenter un petit peu ce qu'on a pu mettre en évidence et en quoi ça nous permet de revoir complètement à la fois l'organisation de la forteresse pendant la période ouartéenne et notamment la question des sanctuaires. Et puis surtout, ça repose un jalon nouveau et qui nous laisse plein d'interrogations. Je regarde Maxime, parce qu'on a eu des échanges téléphoniques sur cette question-là, sur la fin du royaume d'Urartu. Qu'est-ce qui se passe dans cette période trouble qu'on ne comprend pas très bien, entre, je dirais, le milieu du 7e siècle et le milieu du 6e siècle, mais j'aborderai ça plus en détail tout à l'heure. Puis on reviendra à la fin sur les sources pour voir
ce parcours un petit peu, enfin ces découvertes que l'on a faites, comment elles nous permettent de réinterroger les sources et quelles pistes on peut essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, historique de la mission, je vais être assez rapide, Suzanne en a parlé tout à l'heure. Première intervention, donc, je ne sais pas si... Oui, c'est le petit cercle rouge. Hein. C'est dans la région du Chirac, qui est une région montagneuse de l'Arménie, quand on se dirige vers la Géorgie en contournant le volcan Aragast. Et donc nous étions intervenus à l'époque pour terminer, à la demande du professeur Termar Tirosov, terminer la fouille d'un palais de la période achéménide. Et nous avons continué ensuite par l'étude d'habitat. Mais je ne parlerai pas des habitats aujourd'hui, parce que ce sera un sujet à part entière, et notamment sur la question des modes de construction de ces habitats, tout à fait intéressant. Et puis, deuxième phase d'intervention, donc Erebouni, dont on va parler davantage aujourd'hui, depuis 2008. Donc, deux séquences très, très distinctes, mais qui se complètent relativement bien. Alors, et j'arrêterai là sur la question de l'historique de la mission. J'ai l'impression qu'il y a des textes qui sont un peu chevauchés, c'est pas très grave. 92, première mission en Arménie, à la demande du gouvernement arménien qui avait pris la tâche du ministère de la Culture. L'idée à l'époque était d'essayer de monter une collaboration scientifique pour l'étude d'églises paléochrétiennes, ce qui est relativement normal. Puis, en tant qu'antiquisant, on m'a demandé de venir également, puisqu'il y avait un sujet sur Garni et la restauration de la mosaïque de Garni. Voilà. Donc la France a financé la restauration de la mosaïque de Garni par une équipe de la région Rhône-Alpes d'ailleurs. En revanche, la collaboration ne s'est pas mise en place. Pas mise en place parce que les attendus de cette collaboration n'étaient pas réunis. Tout simplement. Ce que nos collègues, notamment architectes, plus qu'archéologues, j'ai pas rencontré énormément d'archéologues en 92, mais les collègues architectes attendaient, c'est qu'on leur apporte des financements pour restaurer les églises paléochrétiennes, ce qui est pas anormal. Je comprends parfaitement que dans les conditions économiques de l'Arménie en 92, ce soit une question importante. En revanche, l'échange méthodologique n'était pas du tout à l'ordre du jour. Voilà, on souhaite continuer à restaurer les églises comme on les restaurait jusqu'à présent, on sait faire. Enfin, non, si vous avez envie de détériorer votre patrimoine, ne demandez pas de l'aide. Enfin voilà, donc c'était un peu une fin de non-recevoir, c'est un peu dommage. Et puis j'ai été recontacté en 94, je crois, par un collègue de l'Institut d'archéologie qui avait lu le petit rapport que j'avais fait à l'époque et qui m'avait dit, voilà, il faut qu'on se reprenne contact, moi j'ai envie de lancer une collaboration. Et c'est né comme ça. 96, il est venu en France, 98, on a commencé nos travaux de recherche. Donc voilà une vue aérienne tout simple du site, avec sur une des collines, ici, un palais de la période achéménide, qui avait été fouillé à plus de 90% avant notre intervention. Donc on a fait un peu de chirurgie pour essayer de recomprendre et de recaler un peu la chronologie. Et puis, deuxième phase sur les habitats qui sont ici, qui sont des habitats construits à partir de la fin du VIe siècle, début du Ve siècle, et qui sont remarquablement conservés, puisqu'on a encore les portes d'accès entre les pièces. Enfin, voilà, plus de 2,50 m d'élévation des murs des maisons. Le reste, c'est une autre équipe, c'est l'équipe du musée Goumbry qui travaille sur la partie hellénistique du site. On a une agglomération hellénistique avec, ici, un palais, basilique, etc. Et puis j'ai oublié, en 2007, année de l'Arménie, on a publié donc, et organisé 2 expositions, l'une à Saint-Raphaël, qui a été inaugurée à Saint-Raphaël, et l'autre à Rouen, musée archéologique de Rouen, avec ce catalogue qui, plus qu'un catalogue d'objets, plutôt, on a essayé de faire participer beaucoup de chercheurs arméniens pour leur demander des synthèses un petit peu sur les différentes périodes. Donc ça va de la préhistoire, je dirais, jusqu'à la période hellénistique. Donc voilà pour les prémices de la mission. Alors, excusez-moi. Les forteresses sourartiennes de la plaine de l'Arax, je vais résumer un petit peu parce que vous comprenez bien que les sources historiques sont nombreuses, très nombreuses, pas toujours faciles d'utilisation. Donc je vais donner quelques éléments assez rapides et on rentrera un peu plus dans le vif du sujet après. Donc premier élément à noter, je vous montrerai une carte après, c'est l'extension du royaume d'Urartu, donc ce royaume qui s'est créé autour du lac de Van et qui progressivement va s'étendre dans des conflits perpétuels avec un voisin méridional un peu turbulent qui est la Syrie. Donc il y a des conflits permanents entre la Syrie et Urartu. Et Urartu va s'étendre progressivement vers le nord et à partir du règne d'Arghishti va conquérir la plaine de l'Arax et aller jusqu'au lac Sevan. Donc c'est dans cette politique de conquête, en quelque sorte, que s'inscrivent ces grandes forteresses de la plaine de l'Arax. En particulier,
l'une des plus connues. Alors, soyez pas surpris, j'ai repris la translittération qui est de mise maintenant. Vous avez peut-être vu, pour ceux qui connaissent un petit peu, Teishebaini, le nom de la ville de Karmirblour, c'est Teishebai, et en fait Uru qui est le déterminatif, en fait le logogramme déterminatif qui signifie ville, qui se prononce pas en principe. Hein. Voilà, donc c'est Teisheba, mais c'est pas très grave. On trouve encore Teishebaini parfois chez certains chercheurs. Donc ce site est important puisqu'il est fondateur, c'est une des premières grandes forteresses fouillées, urartiennes fouillées par Boris Piotrowski, donc qui était conservateur du musée de l'Ermitage à Leningrad, de 39 à 49, donc travaux remarquables qui ont donné lieu à toute une série de publications. Un petit souci, mais on le verra un tout petit peu après, c'est que ces archives de fouilles sont toujours pas accessibles, ce qui est bien dommage. On a pu les consulter, il y a des carnets de fouilles remarquables que son fils, qui est actuellement conservateur du musée de l'Ermitage, toujours, garde un petit peu sous le coude en disant mais si je vais les publier, C'est un peu, donc on est en train d'essayer de le pousser un petit peu. C'est une documentation de première importance. Le conservateur du musée d'Erebouni, souhaiterait que l'on reprenne, que l'équipe française, franco-arménienne, reprenne des fouilles sur Karmirblour, parce qu'il y a des questions tout à fait intéressantes. La réponse pour l'instant que je fais, tant qu'on n'a pas accès à la documentation, non, c'est pas raisonnable. Poser les bonnes questions, ça veut dire d'abord d'étudier cette documentation. Vous verrez que pour Erebouni, c'est un problème également. Et puis, autre forteresse également que je vais évoquer, c'est Erebouni, donc sur la colline d'Arinberd, avec un programme de fouilles et de mise en valeur. Les deux étant liés, puisque Vanician, qui était le principal instigateur de ces fouilles, il était d'abord rattaché à l'équipe de Boris Piotrowski sur Karmirblour, puis il vient et il prend en charge les fouilles d'Erebouni, est un architecte, donc il a essayé de travailler un petit peu sur la valorisation du site avec plus ou moins de bonheur. On verra quelques photos tout à l'heure. Enfin, ça a mal vieilli globalement. Et rapidement, une collaboration s'est mise en place avec Irena Lozeva du musée Pouchkine à partir de 1952, ce qui m'a permis d'ailleurs de retrouver toute la documentation perdue en Arménie qui est en fait conservée maintenant au musée Pouchkine. Et puis la question de recherche des fonds documentaires sur laquelle je vais revenir un tout petit peu après. Alors une carte quand même qui vous donne un peu, vous situez les trois lacs, lac de Van, lac d'Urmia, lac Sevan ici, Erebouni est, je ne sais pas si la flèche marque très bien, enfin est ici. Et à partir, donc pour situer un petit peu, je parlais de l'extension tout à l'heure des royaumes d'Urartu, c'est une carte que j'ai empruntée à Rutunian qui m'avait donné à l'époque son atlas, et le pauvre a disparu maintenant, nous a quittés. Donc on a ici la limite à peu près d'extension sous le règne de Menua, et à partir du règne d'Arghishti, donc vers 780 à peu près, extension et conquête des territoires qui sont vers le nord et qui remontent vers le lac de Van. Alors après, il y a des discussions à ne plus finir. Est-ce qu'on se limite au sud du lac de Van? Est-ce qu'on remonte un petit peu? Ça, c'est pas très grave, c'est du détail. Mais on comprend très bien, pour ceux qui connaissent un peu la plaine de l'Arax, tout l'enjeu qu'il peut y avoir à contrôler cette plaine fertile, bien évidemment. Et c'est un élément important. La fouille des greniers de Karmirblour le montre très très bien. Voilà une autre superposition un petit peu qui vous montre les principales forteresses donc urartiennes, et pour le secteur qui nous concerne, donc Arinberd, c'est-à-dire Erebouni, Karmirblour que j'ai cité tout à l'heure, les deux étant dans la banlieue d'Erevan, mais pas contemporaine. La première fondation est celle d'Erebouni par le roi Arghishti, et la deuxième est fondée par le roi Roussa II, 7e siècle, à Karmirblour. Et puis j'ai oublié de mentionner tout à l'heure Armavir, évidemment aussi, qui est occupé avant la période urartienne, dont l'occupation continue après, sur deux collines en particulier, mais qui est aussi fondée par le roi Arghishti. Voilà donc repositionner à nouveau ces trois sites que je viens de mentionner avec les noms, les transcriptions donc des noms. Excusez-moi. Voilà, je crois que c'est à peu près les mêmes éléments. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps sur ces trois éléments-là, si ce n'est pour montrer un détail avec les plans comparés de ces trois forteresses. Donc on reconnaît ici Erebouni, ici Teishebai Uru, Karmirblour, je l'appellerai Karmirblour désormais, et ici Arghishti Hinili, c'est-à-dire Armavir, donc trois forteresses qui ont vécu à peu près à la même époque, mais on va y revenir un petit peu après. Oui, un élément à signaler, mais
relativement mal connues, hormis pour Carmirblour, au pied de ces forteresses se développent des agglomérations. Elles ont été fouillées assez largement, pas complètement, à Carmirblour, donc à l'extérieur de la forteresse. Également à Armavir, relativement peu à Erebuni. Or, les sondages qui avaient été faits notamment par David Stronard sur les collines qui sont aux abords de la forteresse d'Erebuni montrent qu'on a sans doute une petite agglomération autour, au moins à partir du 7e siècle avant notre ère. Alors, un petit mot quand même de la forteresse de Carmirblour, c'est une vue aérienne. On est en bordure de la rivière Razdan et la forteresse est ici, la ville, l'agglomération se situe ici. Donc voilà la vue de cette forteresse, donc fouillée par Piotrowski de 39 à 49. Voilà une vue ancienne, je m'excuserai pour la qualité, et quelques clichés que j'ai retrouvés, que j'ai mis, donc où on peut voir la forteresse avec ici une des portes d'entrée. Il y avait une deuxième porte ici. Ce qui était remarquable pour Carmirblour, c'est le fait que Piotrowski a pu démontrer, même si c'est un sujet sur lequel on reviendra après, en apportant peut-être des nuances. Piotrowski a démontré que cette forteresse avait été prise à l'occasion d'un raid militaire. Qu'il situe, et on rediscutera cette question-là tout à l'heure, vers 585 à peu près avant notre ère, et qu'il attribue à des raids de sites peut-être alliés à des Mèdes et à des populations locales révoltées. Enfin, c'est assez confus tout cela, entre autres parce qu'on a des pointes de flèches de type site, mais qui ne sont pas utilisées que par les sites, comme d'autres chercheurs l'ont bien démontré, qui ont été retrouvés plantés notamment au niveau des portes d'accès à la forteresse. Le tout a été incendié avec un état de conservation absolument remarquable. Je crois que je vais vous mettre quelques clichés, notamment des entrepôts. Je crois que ça parle un petit peu de tout seul. C'est exceptionnel en état de conservation. L'ensemble des jarres était rempli de graines. Donc voilà, toutes sortes d'études de paléo-environnementales. Vous imaginez que l'on peut réaliser. Une photo de Piotrowski quand il était jeune. Donc voilà, remarquablement conservé. Malheureusement, ça fait un petit pincement au cœur quand on voit le site aujourd'hui, l'état du site, mais c'est un autre sujet. La conservation de l'architecture en briques crues est un vrai problème. Je ne l'ai pas mis comme photo, mais j'ai retrouvé dans les archives Pouchkine, un projet de restauration d'Erebuni qui consistait à faire une couverture globale du site. C'est un projet qui date de 64 ou 65, je ne sais plus très bien, par un architecte. Et c'était assez audacieux, mais c'était peut-être la bonne solution, somme toute, pour préserver ces architectures, encore une fois, très fragiles. Alors, nous arrivons donc à notre forteresse d'Erebuni, donc fondée par le roi Argishti. On a toute une série d'inscriptions à Erebuni, notamment la dédicace qui nous explique la fondation donc par Argishti, fils de Menua, donc vers 782 avant notre ère. Voilà quelques photographies aériennes qui étaient publiées, hein. Celles-ci sont connues, qui montrent un petit peu la fouille du site. Sachant que, bien évidemment, les premiers éléments ont été découverts antérieurement. Il y a eu quelques missions qui ont permis, sous l'égide de la Société archéologique de Moscou, de retrouver notamment des inscriptions. On sait que quelques fouilles ont eu lieu également à cette époque. Bon, on ne sait pas très bien sur quoi elles ont porté précisément. Et les fouilles d'ampleur ont débuté en 1950 par une équipe donc détachée de l'équipe de Carmirblour, qui était sur la fin de Carmirblour, donc sous la direction de Ovanisyan, je l'ai rappelé tout à l'heure. Elles sont achevées vers 1966 par un programme de restauration et de mise en valeur. Oui, ça c'est bon. L'inscription cunéiforme qui mentionne la fondation d'Erebuni pour la grandeur du dieu Haldi, principale divinité du panthéon artéen. Argishti, fils de Menua, a construit cette puissante forteresse et l'a nommée Erebuni. Alors oui, je parlais tout à l'heure, j'en ai mis qu'une, j'en ai quelques autres, de l'engouement à l'époque, mais ça se comprend également. Enfin, c'est le cycle des anniversaires était un élément évidemment important pendant le régime soviétique, de démontrer que Erevan était une des plus vieilles capitales, c'est un élément important. Donc voilà, la foule, ça c'est encore l'avenue que l'on a aujourd'hui quand on arrive face à la colline d'Erebuni, il y a moins de monde maintenant. Et le musée qui vient juste d'être inauguré, avec cette foule qui vient assister à cette inauguration, réouverture, ouverture au public en tout cas, de la forteresse d'Erebuni. Construction d'un musée, ce qui est plutôt évidemment une très bonne initiative.
Donc voilà une vue de l'entrée actuelle du musée d'Erebuni, et puis des restaurations qui ont été faites, à mon avis, évidemment un peu rapidement, et qui malheureusement mélangent des éléments de différentes périodes. Maintenant, c'est clair. Alors, pour l'anecdote, c'est le secteur où on fouille, donc on a régulièrement des touristes qui viennent et qui prennent des photos et qui se lamentent à chaque fois sur l'état de conservation de ces fresques urartéennes remarquables, etc. Donc à chaque fois, c'est un malin plaisir à leur expliquer qu'elles sont très bien datées de 1968, il n'y a pas de difficulté. Voilà, et c'est pas très très grave. Ceci étant, dans les réflexions en cours sur la restauration du site, je fais une petite parenthèse, je me demande s'il ne faudrait pas quand même restaurer et conserver cela comme un des témoignages de la manière dont on concevait la valorisation d'un site dans les années 60. Voilà, c'est une réflexion comme ça, mais moi je ne serais pas favorable à ce qu'on détruise tout ça, même si c'est un patchwork d'un petit peu tout. Mais bon. Et voilà, je parlais des architectures en terre. Comment les préserver? Surtout pas comme ça, en mettant un chapeau en ciment au-dessus. Évidemment, le ruissellement fait son travail et les murs en terre disparaissent. Je vous montrerai quelques photos tout à l'heure, bientôt, que j'ai retrouvées aux archives du musée Pouchkine. La conservation était par endroits exceptionnelle. Elle n'avait pas grand-chose à envier à Carmière-Belour. On n'avait par endroits 4 ou 5 mètres d'élévation de murs en briques crues. Aujourd'hui, il nous reste quelques assises au mieux. Alors, j'évoquais la question documentaire tout à l'heure, ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a recherché vainement aux archives de l'Institut d'archéologie, dans différents endroits en Arménie, les archives de fouilles de l'époque, les plans, ce qu'on n'a que les versions publiées, rien. Il doit bien y avoir quelque chose quelque part, mais on n'a rien retrouvé. Et puis la solution a été de prendre rendez-vous avec le centre de documentation du musée Pouchkine, qui est remarquablement bien organisé, qui était très content de nous voir. C'est la première fois qu'ils voyaient des gens venir s'intéresser aux archives concernant l'Arménie. C'est un message que je fais passer à mes collègues arméniens régulièrement. Allez au musée Pouchkine, il y a une mine de renseignements. Et notamment cette photo que je trouve que j'ai mise parce que c'est une forme d'hommage, où on voit Constantine Ovanessian à gauche et à ses côtés Boris Piotrowski, Boris Piotrowski venant voir les fouilles d'Erebuni. Je me suis laissé dire par ses anciens étudiants, et Félix Termar-Terosov était un de ses anciens étudiants, que Piotrowski, après, leur disait, mais n'allez pas trop voir à Erebuni, ce qui se passe, c'est pas très très bien. Et voilà, c'est une querelle habituelle de chercheurs. Et puis voici le plan de la forteresse d'Erebuni tel qu'il est publié par Constantine Ovanessian, avec cette forteresse de plan triangulaire qui vient coiffer le sommet de la colline d'Arinberd. Mais vous verrez tout à l'heure que sur quelques relevés, ce plan même pose problème. Et il est fort possible que les restaurations aient été un petit peu, abusives. Je pense notamment, regardez ici, on le reverra tout à l'heure, des petites pièces au plan triangulaire. C'est une aberration. Or, lorsqu'on observe, et j'en profite pour saluer mes collègues, et Bruno Elie en particulier, avec lequel on travaille sur les questions de sismologie, il nous a fait remarquer qu'effectivement, le socle rocheux, dans certains secteurs, présente des traces de travail qui montrent que l'enceinte n'était pas rectiligne, comme elle l'est ici du tout. Elle a été rendue rectiligne par les restaurations de 1968. Voilà. Et je pense même qu'elle n'existait plus à un moment où ils l'ont reconstruite. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. J'évoquais, parce que pour l'archéologue, c'est important, l'archéologue est un producteur d'archives, quelque part. Il transforme les archives du sol en archives documentaires et il transmet cette documentation. Donc travailler sans documentation sur un site qui a été fouillé, c'est, vous l'imaginez bien, très très frustrant et pénible. Alors pour Carmière-Belour, voilà un exemple d'un des cahiers de Piotrowski, celui de 1949, avec force détail, des petits croquis, des dessins, etc. Donc c'est une mine pour nous. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que repartir sur Carmière-Belour, oui, mais après avoir étudié toute la documentation, et Dieu sait si les questions posées sont importantes. Alors, quelques éléments, je n'ai pas mis tout le fond d'archives de Pouchkine, ce serait un petit peu long. Quelques éléments que j'ai pu retrouver dans les cartons du musée Pouchkine il y a 2 ans maintenant. Alors, ça a été un peu long, négociation. Accéder aux archives, c'est pas très facile. Ensuite, quand je suis sorti avec un scanner, on m'a dit, oula, qu'est-ce que vous allez faire avec un scanner? Bon,
J'ai scanné, mais voilà. Donc je peux les utiliser, sauf ne pas les publier sans l'accord du musée Pouchkine, ce qui est bon, tout à fait normal de pratiquer comme cela. Mais c'est assez intéressant. C'est un des premiers plans, celui-ci est 1954, donc où on voit la colline, et ici, ce qui correspond, ça tombe très bien, parce qu'on en parlait pas mal tout à l'heure, à la fameuse grande salle à colonnes. Et juste à côté de la grande salle, je suis pas sûr que la flèche voit très bien, ici, on a un bâtiment carré qui est en fait le temple de Haldi que l'on va revoir ensemble tout à l'heure. Voilà un autre plan qui doit être de 58, si ma mémoire est exacte. Donc on a toute une série de plans et puis des petits relevés, choses comme ça qui permettent de suivre un petit peu l'évolution de la fouille. C'est intéressant aussi de voir comment ils ont progressé, comment ils ont pu travailler à l'époque. Donc on retrouve encore une fois la grande salle, le temple de Haldi ici. Il y a un point sur lequel j'appelle votre attention maintenant parce que je le réévoquerai plus tard. Ici, on a une partie du tracé du rempart de la forteresse. C'est le seul secteur qui figure sur un plan. Ailleurs, on n'a pas de tracé du rempart, ce qui explique, me semble-t-il, que la restitution ici a été faite en tirant une grande ligne droite, parce qu'il fallait restaurer rapidement, il fallait inaugurer le site en 68. Et bien voilà, on fait un tracé tout droit, sans forcément tenir compte ni du relief, ni surtout du substrat. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est pas de condamner le fait que ça a été restauré de manière rectiligne, mais c'est pourquoi l'enceinte était plus conservée, et on va y venir un petit peu après. Et voilà un plan de 62, celui-ci, plus complet évidemment. On n'a toujours pas l'enceinte sur le flanc ouest de la forteresse, mais là cette fois-ci, la grande salle à 30 colonnes dégagées, le temple de Haldi, c'est notre terrain de jeu, c'est tout ce secteur-là dans lequel on a travaillé. Et puis ici, un autre temple. Et vous constaterez là aussi, je vous le signale maintenant, que l'extrémité du temple n'existe plus. Ils ne l'ont pas retrouvé en fouille. Ça nous règle un problème, je vous la parenthèse maintenant, la restitution qui est faite aujourd'hui de ce temple, qui est le temple dédié à Yupcha, on le verra sur d'autres plans tout à l'heure. Ce temple ourartien à plan rectangulaire est un apax, c'est quelque chose d'assez étonnant. En fait, il n'est pas rectangulaire, il a été rendu rectangulaire par les restaurateurs. Il n'est pas rectangulaire. Ils n'ont jamais trouvé l'extrémité, donc ils ont tracé un rectangle. On vérifiera l'année prochaine, je pense, en sondage, mais c'est un plan un temple de plan carré, bien évidemment, comme tous les temples ourartiens. Voilà quelques éléments complémentaires. Voilà un autre plan qui nous donne pas mal de détails assez intéressants sur des parties qui sont plus conservées aujourd'hui, des murs en briques crues devant le temple de Haldi, des éléments sur le repérage des bases de colonnes. Toutes les bases de colonnes de la grande salle ont été repositionnées dans une semelle de béton en 68. Donc plus rien n'est vraiment en place, mais on a retrouvé les emplacements en fouille quand même. Rassurez-vous, puis je parlais de conservation tout à l'heure. Voilà l'état de conservation dans certains secteurs. Il y a des secteurs mieux conservés encore. Et puis, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré une photo où on voyait ce grand portique avec ses peintures. Le voilà, le mur. C'est celui-là. Donc déjà, il est un peu moins haut. Il y a une porte, la porte existe quand même. Il est un peu moins haut et surtout, il est un peu moins long. C'est qu'en fait, il a été totalement réinventé parce qu'on voulait donner l'image un peu curieuse à la fois d'une grande salle à colonnes et d'une salle plus ancienne devant le temple de Haldi, en y mettant les peintures qu'on attribue à la période ourartienne. En fait, on le verra aussi, c'est pas du tout certain que ces peintures soient ourartiennes. Alors là, ça va être un pavé dans la mare parce que je pense que, notamment à nos collègues qui, en Turquie, datent des sites comme Altın Tepe par référence aux peintures d'Erebuni, les pauvres, ça va leur poser quelques petits soucis. Voilà une autre vue. Alors, cette vue m'intéresse, c'est un point de détail, mais ce mur qui est ici n'existe plus aujourd'hui. Ils ont reconstruit des murs, ils en ont créé, puis ils en ont supprimé. Celui-ci, c'est un peu dommage parce que c'est un élément important pour nous. Et puis voilà une idée de l'état de conservation du mur périphérique de la grande salle à colonnes. Ici, on a des blocs d'andésite à la base, on les verra tout à l'heure en fouille, et on a l'élévation avec l'enduit extérieur qui est encore en place. Donc on a au moins 2 mètres d'élévation du mur de la grande salle à colonnes, là où aujourd'hui il reste péniblement 40 cm à peu près en ordre de grandeur. Voilà, donc on a perdu évidemment beaucoup d'informations.
Alors voilà donc l'emprise des travaux que l'on a pu mener. On n'a pas fouillé intégralement la grande salle, on a ouvert des fenêtres. Voilà. L'idée en fin de compte, c'est en termes de stratégie de fouille. Je vais essayer d'expliquer un peu ce point-là. On est sur un site qui a déjà été majoritairement fouillé. La grande salle à Cologne a été, pas totalement, mais quand même assez largement fouillé. Le temple de Haldi également. Et d'autres secteurs n'ont pas été fouillés du tout. C'était le cas notamment de ces curieux espaces qui bordent le temple au sud et à l'est, que nous proposions d'identifier au départ comme des espaces de circulation. C'est même plus que des espaces de circulation, mais enfin bon, on pensait à des ruelles, des choses comme ça qui desservaient les habitats situés ici plus au sud. Donc l'idée, en fin de compte, a été de travailler conjointement sur les deux secteurs. D'un côté, une grande salle qui, déjà largement fouillée, et ce type de grande salle, en général, fournit un mobilier céramique pauvre, relativement, voilà, il y a un petit peu de céramique très très faible, pour ensuite étudier des milieux qu'on espérait beaucoup plus stratifiés, on n'a pas été déçus ici, et ensuite faire une corrélation entre les deux. Donc je passe sur la cuisine interne, des diagrammes stratigraphiques ou autres, mais corréler pour qu'on arrive à dater, que des éléments que l'on a en cette partie-là nous permettent de dater d'autres secteurs, et ça fonctionne relativement bien pour l'instant. Donc voilà une vue aérienne, encore une fois, de la forteresse. Vous reconnaissez le musée qui est ici et donc la grande salle à Cologne, tout le secteur qu'on a étudié qui est ici. Alors, il fallait commencer bien évidemment par un plan topographique qu'on a réalisé avec l'Institut de géologie, je crois, d'Erevan, avec les courbes de niveau, donc pour qu'on puisse avoir un état des lieux aussi précis que possible. Le rempart et tous les bâtiments qui ont été pour l'instant identifiés. J'ai déjà signalé tout à l'heure, avec des curiosités de bâtiments qui se terminent de manière triangulaire, recoupés par le rempart, etc. Tout cela, évidemment, ne fonctionne pas très très bien et va être à revoir, mais il y a presque un programme entier à mettre en place sur l'enceinte d'Erebuni, et je pense qu'on va s'y atteler, je l'espère, dès l'année prochaine. Il faut un relevé complet. Et on a en projet actuellement, avec l'aide du ministère des Affaires étrangères, de faire un scan 3D complet de l'ensemble de la forteresse qui soit à la fois un outil de pédagogie, de diffusion, etc., mais surtout pour nous, un outil pour archiver de manière la plus précise possible l'état des lieux avant que d'autres restaurations n'aient lieu et qu'on ait effectivement quelque chose, un document sur lequel on puisse travailler sérieusement. Voilà le secteur et quelques vues, mais on va rentrer un peu plus dans le détail ensemble. Voilà, alors, là aussi, je ne peux pas non plus être trop long sur les aspects méthodologiques, mais un autre souci qui est fondamental, et on se heurte à cela à chaque fois qu'on veut faire des comparaisons, c'est les critères de datation. C'est très compliqué. Alors, on a la chance d'avoir des inscriptions, mais bon, les inscriptions ne donnent pas évidemment tous les éléments. Pas de monnayage pour cette période-là, évidemment. Les premiers monnayages que l'on a, c'est des monnaies de millet qui sont évidemment postérieures aux périodes sur lesquelles nous travaillons ici. Et surtout des assemblages céramiques qui sont mal datés. Alors, on connaît bien la céramique, enfin, j'essaie de transcrire un peu de discussion que j'ai eu fréquemment et que mon collègue François Fichet de Clairefontaine, qui étudie tout le mobilier céramique, il a cette patience que je n'ai pas. Les discussions qu'on a avec nos collègues arméniens sont toujours un peu les mêmes. C'est oui, mais la céramique ouartéenne, on la connaît bien. Mais ce n'est pas la question de connaître la céramique ouartéenne, c'est de travailler sur les assemblages complets. Or, en fait, ils ne travaillent, c'est un problème de méthode, d'abord sur des contextes stratigraphiques qui ne sont pas toujours bien caractérisés, c'est un euphémisme, et surtout, ils ne conservent qu'une partie du mobilier. Le mobilier qui leur paraît significatif et datant, on le garde, on le dessine ou autre, et on avance comme ça. Donc on a une sorte d'aporie, c'est-à-dire qu'on a un système qui ne peut pas se remettre en cause. Or, c'est dans l'évolution des pourcentages de mobilier dans les assemblages que l'on peut effectivement affiner des datations, notamment pour des périodes de transition. Sinon, on s'en sort pas du tout. Voilà. Alors, c'est un débat qui est très compliqué. Alors, on va publier très prochainement, c'est presque sous presse, toute la chronotypologie de la céramique des phases un petit peu postérieures, c'est-à-dire entre la fin du VIe siècle et le IVe. Ça, c'est les fouilles d'Erebuni, de Benjamin, excusez-moi.
Et par chance, parfois on a de la chance, les céramiques les plus récentes du site d'Erebuni correspondent aux phases anciennes des céramiques de Benjamin. Donc on va pouvoir continuer, mais il faut encore étoffer le corpus, hein, parce que pour qu'on puisse avoir quelque chose de fiable, étoffer un petit peu tout cela pour avoir des assemblages et essayer d'affiner un peu les datations pour une période où le carbone 14 ne donne pas de résultats. Enfin, il donne des résultats, mais on ne peut pas en faire grand-chose. On est sur le plateau de Hallstatt, donc voilà, on a des écarts qui nous apportent pas grand-chose en termes de datation. Voilà, juste pour caricaturer un tout petit élément, parce que nous avions beaucoup de mal à nous faire comprendre de certains collègues lorsqu'ils venaient nous voir. On verra tout à l'heure des bâtiments semi-excavés tardifs, postérieurs à la période ourartéenne. Et la question à chaque fois, c'est oui, mais il y a de la céramique ourartéenne, donc c'est ourartéen. On n'arrivait pas à s'en sortir en expliquant qu'il y avait des pourcentages, etc. Puis, juste une anecdote, mais un jour, pour essayer de leur faire comprendre, j'en ai dit, mais attendez, il y a eu un événement majeur en Arménie, me semble-t-il, il n'y a pas très très longtemps. C'est la chute de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Arménie. C'est un événement majeur en termes politiques, en termes sociaux, en termes économiques, etc. Ah oui, bien évidemment, très bien. Et donc, vous vous êtes séparés de tous vos biens de consommation et vous avez tout renouvelé dans les 2-3 ans qui ont suivi l'indépendance. Ah ben non. Eh oui, évidemment pas. Donc on avait fait le test un soir avec Félix Tamartirosov dans un petit village où on était. On a regardé tous les biens de consommation dans la maison où on était. Donc c'était 15 ans après l'indépendance. Plus de 90% des biens de consommation étaient des biens de consommation de la période soviétique. Ce qui veut dire, alors ça veut dire plusieurs choses d'ailleurs. Ce qui veut dire que le phénomène, quand les archéologues observent un phénomène et une mutation dans le mobilier, c'est le phénomène est déjà passé depuis un petit moment. Enfin, il y a un effet qu'il ne faut jamais oublier de retard un petit peu entre les deux. Avec d'autres éléments de complexité, c'est que ce retard peut être plus ou moins rapide selon le contexte social. C'est-à-dire dans des milieux urbains, on peut considérer que le renouvellement sera beaucoup plus rapide. En milieu rural, il l'est beaucoup moins. J'ai fait le test, effectivement, en milieu urbain. Mais il y a encore, dans beaucoup d'appartements à Erevan, plus de 50% de biens de consommation qui sont de la période soviétique. Donc voilà, c'est quand même très très lent. Ce qui veut dire que si on ne prend pas le soin d'analyser l'ensemble d'un corpus de mobilier, eh bien on se prive, on ne peut pas percevoir ces petites évolutions qui pour nous sont assez fondamentales. Excusez-moi pour cette petite digression. Alors j'en viens à un thème de recherche principal, parce que le reste nous intéresse aussi, mais c'est vraiment la colonne vertébrale un peu de notre travail. C'est la transition donc entre la chute du royaume d'Urartu et l'intégration de l'Arménie dans l'empire perse achéménide. Donc pour nous, du milieu du 7e siècle au milieu du 6e siècle. Alors, pour résumer, je résume vraiment. Il y a deux hypothèses en présence. La première, que je qualifie de manière un peu rapide peut-être d'école russe, puisqu'en fait, elle suit un peu les conclusions de Boris Petrovski, considère que la chute d'Urartu, c'est la destruction de Karamirblur, c'est d'abord contemporain, donc on se situe vers 585. Ce qui veut dire, ce qui a une conséquence évidemment, c'est que la période de transition qui suit est très courte, elle fait à peine 40 ans, même pas 2 générations, ce qui fait que beaucoup de nos collègues arméniens parlent de cette période-là comme la période Late Urartu. Voilà, on a tout dit, on ne sait pas trop où on est, mais on est sur Late Urartu, c'est la fin d'Urartu, et voilà, autre chose va commencer, mais c'est une période très très courte. Ce qui pose des problèmes historiques d'ailleurs, dont on reparlera un petit peu après. Et puis il y a une autre hypothèse maintenant qui a la faveur de plus en plus, alors je caricature un peu, beaucoup de nos collègues arméniens sont en train de venir à cette deuxième hypothèse aussi, qui a été posée à l'origine plutôt par les spécialistes, enfin les gens qui travaillent sur le corpus épigraphique ourartéen, donc je pense à Stéphane Kroll, je pense à Mireille Salvini, qui propose de situer la chute du royaume d'Urartu dans des conditions qu'on ne comprend pas très bien, mais en tout cas après 640. On n'a plus d'inscription royale ourartéenne après 640. Alors, oubliez les petites mentions de Roussa IV trouvé à Karamirblur. Non, c'est pas, il est sans doute pas roi. Donc voilà, après 640, on n'a plus d'inscription. Il y a un grand silence. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il n'y a plus d'inscription royale. Et le probable dernier roi d'Urartu serait Sardouri III. Voilà. Donc la succession après, manifestement, on n'a plus rien. Donc à titre d'hypothèse de travail, on retient cette fourchette large, 640 pour le début, et puis on va voir l'autre terme de cette chronologie dans quelques instants. Ce qui veut dire que ça nous donne une consistance
beaucoup plus importante à cette période de transition qui fait du coup presque un siècle. Alors, second terme de cette période, il est évidemment mieux connu. Je pense notamment, évidemment, à l'inscription de Darius le Grand à Behistun, cher aux Arméniens et pour cause, gravé sur une falaise, bon, etc. Bon, on connaissait un petit peu sur une route, la route qui mène de Babylone à Ecbatane. Le contexte, il est relativement simple, je vais le décrire rapidement, mais en quelques mots, c'est une crise dynastique, en fait, après le règne de Cambyse. Darius, le grand roi de Perse, donc, arrive sur le trône. Il y a un soulèvement dans beaucoup des anciens pays qui ont été conquis antérieurement par Cyrus, et il va réprimer ce soulèvement. C'est un petit peu ça dans les grandes lignes. Et tout cela se termine vers 521-520, et donc l'inscription est datée à peu près de 520-519. Bon, là, je laisserai les spécialistes se prononcer cette question-là. Ce qui est important de cette inscription, c'est qu'elle est trilingue, et à deux occasions est mentionnée l'Arménia. C'est la première inscription dans laquelle l'Arménie apparaît. Donc il y a cette période 640, on ne sait plus tellement ce qui se passe, et là on arrive en 521-520, et les Arméniens sont mentionnés. Il a fallu, si ma mémoire est exacte, 5 batailles, je crois, pour que les généraux de Darius arrivent à soumettre les Arméniens, donc quand même quelque chose d'assez important. Pierre Briand soulignait à juste titre que la révolte des Arméniens se fait toujours en même temps que celle des Mèdes. C'est un premier signal. Tiens, il se passe quelque chose, mais il y a manifestement un lien ou une proximité en tout cas, et simultanément ces révoltes se mettent en place. Bon, ils sont évidemment soumis. Petit détail quand même, l'Arménie n'apparaît pas il n'y a pas de roi arménien mentionné dans les rois qui ont été soumis par Darius. Donc ça, c'est un point évidemment d'interrogation sur la fin de notre période. Et l'Arménie n'apparaît pas dans la liste des pays conquis non plus. Mais en tout cas, elle apparaît dans les batailles, 5 batailles pour soumettre l'Arménie, donc vers 524-522 avant Jésus-Christ. Et puis le dernier point, qui est maintenant, je pense, admis à peu près par tout le monde, c'est l'intégration de l'Arménie dans l'Empire perse achéménide. Il y a eu de très nombreux débats, il y a eu des débats à une époque. Je pense que maintenant on peut s'en tenir à cette interprétation. C'est une relecture d'une chronique babylonienne, qui est la chronique de Nabonide, la chronique 7 de Nabonide, qui a été relue, j'ai mis les références par Holzner, et qui propose de remplacer, alors malheureusement c'est une tablette, elle est au British Museum, j'ai mis une reproduction ici, elle est inscrite sur les deux faces, qui présente une lacune précisément au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'en fait on nous dit que Cyrus met en route son armée, franchit le fleuve, etc., et arrive dans le pays de... Et voilà, on n'a que le début du mot, on n'a pas tout. Et traditionnellement, ça avait été transcrit par Lydie, donc la conquête de la Lydie. Et tout le monde admettait qu'a priori, beaucoup de gens admettaient qu'en 547, puisque cette tablette datée de 547-546, Cyrus entreprenait la conquête de la Lydie. Puis l'inscription a été reprise et tous les spécialistes assyriologues maintenant sont absolument d'accord pour dire que pas du tout, c'est Urartu qui apparaît dans cette tablette-là. Avec ce petit sujet d'ailleurs, mais qu'on verra à plusieurs reprises, c'est l'utilisation tantôt du terme Arménie, tantôt du terme Urartu. Qui là peut poser question. J'ai oublié le nom du chercheur qui le premier a proposé d'identifier, de considérer qu'Urartu, quand il apparaissait, était pour déterminer un secteur géographique et non pas un pays. Mais voilà. L'hypothèse, c'est qu'effectivement, quand on parle d'Urartu, quand les Assyriens parlent d'Urartu, c'est qu'ils ont pris l'habitude de parler de cette région, cette grande région au nord avec cet ennemi permanent qui était Urartu. Alors l'état des lieux un petit peu, donc voilà pour les sources. Donc vous comprenez bien, 2 hypothèses. Nous on privilégie celle qui est la plus large, 640-547 globalement, c'est presque un siècle. Donc ce qui nous permet de regarder un petit peu ce qui peut se passer pendant cette période-là. Maintenant on va passer aux données archéologiques et puis après on reviendra sur les sources pour voir en quoi les unes et les autres peuvent s'éclairer mutuellement. Alors la situation, ça c'est une reprise pratiquement telle quelle du plan de Constantine Ovanician, et une grande salle à colonnes
qu'il qualifie d'Apadana, qui est encore parfois dans certaines publications présenté comme Apadana. Évidemment, c'est une grande salle à colonnes, c'est pas un modèle de type Apadana. Il y a eu, je pense notamment à David Stronach à régler cette question-là très très clairement. Donc une grande salle à colonnes ici avec une entrée, un temple qui est attribué à Haldi, avec au centre, je ne l'ai pas mis en couleur ici, une partie centrale en tour que le conservateur du musée d'Erebuni veut absolument attribuer une ziggourate, mais il y a des choses comme ça qui ont la vie dure. Non seulement c'est pas une ziggourate, mais en plus c'est pas contemporain du temple, donc c'est embêtant de la restaurer comme une ziggourate. Enfin bref, ça marche pas. Mais on verra après. Donc voilà à peu près les éléments et le temple Yupcha que je signalais tout à l'heure, que j'ai un peu raccourci pour en faire un temple de plan carré. Les temples Soussi, temples Tours, Urartiens sont des temples de plan carré, c'est le cas pour le temple de Haldi, avec très fréquemment des gros contreforts d'angle. On les a sur le temple de Haldi, on n'en a pas sur le temple de Yupcha. Il y a un collègue italien qui a fait une restitution récemment du temple de Yupcha en mettant des contreforts d'angle. Je ne sais pas où il les a trouvés, il n'y en a pas. Et puis le dernier temple qu'on a trouvé n'en a pas non plus d'ailleurs. Donc voilà à peu près la situation. Pardon. Donc on va parcourir assez rapidement les grandes étapes d'évolution du site, ce que l'on a pu mettre en évidence. Donc là, nous sommes sous la grande salle à colonnes. La grande salle est à peu près ici. Donc là, nous sommes sur les premières occupations urartéennes. Donc période 1A, 1B, je n'ai pas détaillé, ce serait beaucoup trop long. Donc entre 782 fondations possibles de la forteresse et environ 660. Avec donc ces secteurs que l'on a fouillés au sud. J'ai l'impression que ça ne marche pas très bien. Voilà, voilà, ici au sud et à l'est du temple de Haldi, qui sont, je l'évoquais tout à l'heure, des espaces de circulation. Ben oui, non seulement espace de circulation, mais on a en plus une porte d'accès à la forteresse. Quand j'expliquais tout à l'heure que les restaurations ont été faites avec pas mal d'idées préconçues et un peu rapidement, ils n'ont pas vu la porte quand ils ont fait la restauration. Donc ils ont restauré un mur plein. En fait, on a une porte d'accès à la forteresse. La porte d'accès primitive à la forteresse. Ce qui nous explique beaucoup de choses. L'inscription, la dédicace du temple de Haldi est ici, juste au niveau de ma petite flèche rouge, là, voilà, sur le côté du contrefort nord-est du temple, ce qui est anormal. Enfin, on s'attendrait à avoir l'inscription sur la façade du temple, ce qui est relativement logique. Sauf que si on prend en compte le fait que l'entrée à la forteresse se fait ici, se fait au point F, on longe ici la façade sud du temple, on longe sa façade orientale. Ici, on a pu démontrer que l'on a un escalier, on ne l'a pas retrouvé en place, on a retrouvé les marches à côté. Et donc, avant de gravir, de quitter la ruelle pour monter au niveau de l'esplanade du sanctuaire, eh bien, on découvre l'inscription et la dédicace du temple. Donc, ça explique, donc je réexpliquais ça à Mio Salvini il n'y a pas très longtemps, ça explique la position, effectivement, de cette inscription le long du temple. Plus rapidement, dans ce qu'on a pu mettre en évidence, et ça, c'était la dernière campagne de fouilles, c'est un nouveau temple ici, qui, alors malheureusement, cette partie-là, je n'ai pas de relevé, on n'en aura jamais, puisque le grand mur tout en béton est posé dessus. Voilà, c'est comme ça. Le mur de notre grande salle avec les peintures, c'est celui qui est ici et ici. Voilà. Donc un nouveau temple de plan carré, là aussi, malheureusement pas de dédicace, pas d'inscription, même si je sais où est, enfin je pense savoir où est l'inscription, mais pour savoir où est l'inscription, il faudrait démonter le mur de la grande salle à colonnes. Ce qui, voilà, convaincre le conservateur du musée, c'est pas gagné. Voilà. Puis bon, je suis pas sûr que ce soit forcément un objectif de détruire le mur de la grande salle à colonnes non plus. Donc voilà la première période d'occupation. Donc on aurait, excusez-moi, je reprends un peu mes esprits. On aurait donc temple de Haldi ici, temple Yupcha ici, un troisième temple Soussi, c'est-à-dire ça veut dire Tours, hein, temple Tours dont on ne connaît pas la dédicace pour l'instant. Et c'est un point d'interrogation qu'on va vérifier à la prochaine campagne de fouilles. Je me demande simplement si on n'a pas un complexe de 3 temples réunis dans un même péribole. C'est en fait si on n'a pas une poursuite de ce mur. Ici, on a des gros blocs, c'est un mur en fait. Est-ce qu'on n'a pas la poursuite de ce mur ici, entourant le troisième temple Yupcha? C'est une simple hypothèse. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais une allusion à un mur qu'on apercevait sur une photo et qui a disparu. Il est justement à cet emplacement-là, le mur qui a disparu en 1968. Donc, il faut qu'on aille refouiller ce secteur-là pour voir si on n'a pas des éléments conservés. Donc, premier élément,
un petit peu nouveau, l'organisation du sanctuaire. On n'a pas un temple et puis un deuxième temple qui serait dans la partie plus privative du palais, mais on a un ensemble de 3 temples qui fonctionnent très probablement ensemble, ce qui change complètement la topographie. Avec des aménagements peu nombreux, une canalisation ici, d'évacuation d'eau, et ici un support central de la terrasse, dont je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. En tout cas, on n'a pas retrouvé ce qu'Ovanician proposait. Il proposait qu'on ait une première petite salle à colonnes en face du temple, avant la grande salle à colonnes ouartéenne. C'est pour ça qu'ils ont restauré ces grands murs avec ces peintures. Aucune trace de cette première salle. Je pense qu'on est sur un espace extérieur de type cour. Il y a un autre élément aussi sur lequel on commence à travailler, il faudra qu'on détaille un petit peu plus, c'est l'architecture très, très particulière du temple de Haldi. Il ne ressemble pas du tout à un temple ouartéen classique. Il est totalement atypique, il est connecté à d'autres bâtiments qui sont adossés contre, c'est très, très particulier. Voilà, il faudrait penser plus à Moussachir, mais ça, c'est notre débat. Là, une vue là, on est au niveau de l'angle sud-est du temple de Haldi, avec quelques murs encore. Ici, les espaces de circulation sont là. Je vais les montrer de manière plus détaillée tout à l'heure, avec une partie de son élévation qui est conservée, beaucoup moins, vous l'imaginez, qu'au moment de la découverte. Donc là, on est à l'extrémité de la ruelle sud, en cours de fouille. On voit apparaître ici à droite les blocs qui constituent l'obturation de la porte d'accès à la forteresse. Alors, il a fallu casser un peu le béton parce que tout ça avait été pris un petit peu dans du béton en 68 pour reconstruire un vrai mur de forteresse. Voilà. Et voilà un sondage profond qu'on a pu réaliser qui permet de mettre en évidence le contrefort nord de la porte, il y a le contrefort sud de l'autre côté, le comblement et le niveau de circulation primitif. On accédait en pente douce dans la forteresse. En fait, il n'y a pas d'escalier. On accédait en pente douce, au moins au début du 8e siècle, pour rentrer dans le site. Deuxième élément qu'on a vu sur le plan tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé la terrasse, faute de vocabulaire plus adapté, mais je pense qu'on va être obligé de revoir un petit peu ces éléments-là. J'ai quelques vérifications à faire encore cette année. Mais en tout cas, sous la grande salle à colonnes, cet alignement de blocs qui viennent constituer effectivement une terrasse horizontale, un terre-plein horizontal, sur lequel va s'installer le nouveau temple qu'on a découvert donc il y a la dernière campagne de fouilles. Et là, vous avez à droite une illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure, les bases de colonnes qui sont là, qui sont noyées dans un socle en béton, mais on voit ici les pierres de calage d'origine, donc ça a été remonté à peu près au bon endroit. Et je pense, mais c'est un point que je dois vérifier, je pense qu'à la période soviétique, ils ont remonté le niveau des colonnes, ce qui a eu comme effet, je ne suis pas sûr que ce soit le choix qu'ils aient fait à l'époque, mais comme effet, c'est de préserver les sols qui étaient en dessous. Ce qui explique qu'on a encore des sols de la grande salle à colonnes conservés, ce qui est plutôt bien. Voilà une autre vue encore de l'alignement des gros blocs de cette terrasse monumentale, le temple de Haldi, et voilà vue de l'autre côté. Voilà. Base de colonne, les sols, et puis un bâtiment excavé dont je parlerai un petit peu plus tard. Ah oui, un petit point aussi, parce qu'une des questions que l'on s'est posées et qui n'est pas totalement tranchée, c'est est-ce que l'inscription désigne bien le temple de Haldi ? Est-ce que, parce que l'inscription est adossée au contrefort nord-est, le temple de Haldi, c'est bien ce bâtiment-là, ou est-ce que c'est pas, parce que l'inscription ne parle pas de temple en fait. Voilà. Est-ce que c'est pas l'ensemble du sanctuaire ou l'ensemble du complexe qui est désigné par cette expression-là, auquel cas ce bâtiment-là ne serait pas un temple. Voilà. Ça, c'est une question qui est pas encore complètement tranchée, mais il y a un point quand même que je voulais signaler, c'est la présence en façade du temple, ce que j'ai pointé ici avec une petite flèche rouge, d'une remarquable niche peinte qui est tout à fait étonnante. J'ai mis quelques clichés permettra de rendre un hommage en même temps en passant à notre ami et collègue et ami David Stronard, qui a participé à cette campagne de fouille où on a découvert donc la niche peinte qui est en arrière avec une jeune archéologue qui est en train de la fouiller. Voilà, c'est une niche à ressaut en fait qui
qui morphologiquement nous fait, et David est d'accord avec cela, furieusement penser à la porte de Mère Capésie, en fait. C'est-à-dire une porte symbolique. On sait que sur le rocher de Vannes, on a une porte symbolique avec une inscription dans laquelle on retrouve la liste de tous les animaux que l'on doit sacrifier pour tel et tel dieu, etc. C'est très très précis. Mais c'est une porte qui permet aux dieux de sortir du rocher. Voilà. Et une des possibilités, c'est qu'effectivement Argusti ait voulu aménager une porte symbolique dans la nouvelle forteresse qu'il a construite pour permettre aux divinités de rejoindre le site. Quelques petits éléments concernant. Alors là, on est sur les soubassements de la grande salle à colonnes avec des blocs d'andésite, tout à fait étonnant. J'ai mis d'autres clichés, on les voit ici en premier plan, bien évidemment. Ça, c'est une photo, je ne regrette pas d'avoir faite parce que la grande salle à colonnes avec de la verdure, c'est quand même pas tous les jours. Et la fouille que l'on a fait du petit temple nous montre ici un bloc d'andésite. Le voici en cours de... Il est ici, ça s'en est un aussi, mais celui-ci, il est en cours de débitage. C'est-à-dire que manifestement, il a été récupéré sur place, prêt à être réutilisé dans autre chose. Et voilà un autre secteur de soubassement de la grande salle à colonnes. C'est clair, on est sur des blocs d'andésite qui ont été prélevés sur un édifice antérieur et qui sont en remploi. On a un élément sans doute d'un pied droit de porte avec un ressaut, etc. Et je me souviens qu'un jour, c'est une visite de Stéphane Kroll qui était venu sur le chantier et j'étais avec David Stronach et Stéphane Kroll nous dit à un moment, mais sur le ton de la plaisanterie, mais à peine, le temple de Haldi que vous cherchez, il est là en fait. C'est les blocs qui sont là, ce qui n'est pas complètement aberrant, bon, même ça peut se discuter. Et David, à l'époque, David Stronach, pensait, avait émis l'hypothèse que ces blocs venaient de Karamir-Blour. C'est-à-dire, en fait, le schéma aurait été le suivant. Erebuni abandonné, on construit Karamir-Blour, donc on déplace, on le sait, les objets du temple d'Erebuni vers Karamir-Blour, chute de Karamir-Blour, et tout cela revient à Erebuni. Paraissait un petit peu un schéma un petit peu curieux, surtout que ce sera quand même très très tardif pour le coup. Non, en fait, ces blocs-là, ils viennent de notre petit temple. Voilà. On en a encore d'autres qui sont à proximité. Il est fort probable, c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille actuellement, et on a regardé un petit peu les métrages des blocs, etc. Ça marche très bien. Que ces blocs, en fait, viennent du démantèlement de ce petit temple. On démantèle le petit temple quand on construit la grande salle à colonnes, on récupère les blocs, on s'en sert comme soubassement. Donc l'inscription dont je parlais tout à l'heure, elle est quelque part sur un de ces blocs. Sans doute pas très loin du temple d'ailleurs, qu'apparemment ils ont commencé par là. Voilà. Donc voilà ce petit temple avec une série de colonnes en façade. Je ne vais pas le détailler cette architecture-là, ça nous amènerait un tout petit peu trop loin. Période Incé, rapidement aussi, avant 660, on comble l'ancienne porte d'accès à la forteresse. Donc la porte qui est ici est comblée. On aménage tout un système de récupération des eaux. Et là aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille parce qu'on a beaucoup d'encroûtements liés au ruissellement des eaux, etc. Or, on a une question qui fait débat depuis très longtemps sur ces temples artéens. Ils étaient couverts comment? Est-ce qu'on a un toit plat? Est-ce qu'on a un toit à 2 pans? Est-ce qu'on a un toit à 4 pans? Et justement, l'étude des eaux de ruissellement va peut-être nous apporter des pistes un petit peu. On a des encroûtements calcaires très marqués qui sont liés au ruissellement de l'eau. En tout cas, une canalisation ici récupère l'eau et les amène ici dans une sorte de puisard, de bassin pour la récupération. Et on crée une nouvelle porte d'accès à la forteresse, ici, qui est la porte dans laquelle on rentre actuellement, même si sa configuration telle qu'on la voit aujourd'hui n'est pas absolument assurée. Là aussi, elle est issue des restaurations des années 60, il faudra la réétudier. C'est prévu dans le prochain programme, puisqu'on devrait fouiller toute cette partie-là de la forteresse dans le prochain programme, parce que là, il y a pas mal de choses à comprendre. Donc voilà quelques vues donc, de la ruelle sud. Donc tout cela... Quand on a commencé la fouille, c'était totalement, on voyait juste la tête des murs, hein, donc c'était quand même relativement long. Donc la canalisation au premier plan, vous l'avez relativement bien. Et au cours de cette période, on a systématiquement l'aménagement. On remplace les sols argileux que l'on avait précédemment par des sols de petits galets. Ça, c'est pas que Erebuni, on trouve ça dans d'autres forteresses ouartéennes. On allait même à côté du temple Yupcha d'ailleurs, ce qui nous donnera un calage chronologique intéressant. Donc des sols de petits galets qui viennent très très soignés. Voilà l'extrémité de notre canalisation avec un bassin, une grosse dalle, et on doit avoir un puisard évidemment en dessous. Voilà quelques vues encore
donc en cours de fouille avec les étudiants. Et puis ici, alors, dans une partie de la ruelle sud, on a une canalisation qui est enterrée, enfin qui est au niveau du sol, mais avec des dalles. Et dans la ruelle orientale, c'est un simple aménagement central légèrement creux qui permet à l'eau de ruisseler et de regagner progressivement et de s'évacuer pour pas qu'elle stagne auprès de la porte qui a été comblée et donc le mur. Alors période 1D, là aussi assez rapidement, mais c'est un élément important. Un important séisme, et je saluais tout à l'heure Bruno Elie et Alain Rideau, nos deux collègues qui nous ont beaucoup aidés, parce que l'archéologue sait voir des choses bizarres, mais parfois il ne sait pas toujours les interpréter. Or c'était le cas. Dans nos premières discussions, moi j'avais observé tant à Benjamin qu'à Erebunit des choses qui ne me paraissaient pas tout à fait normales, des basculements de murs. Mais les interpréter, c'est autre chose. Et là, on a mis en place, et je voudrais vraiment les remercier, une collaboration avec eux et avec l'Institut de géologie d'Erevan, je pense à Ara en particulier. Et une publication est en cours, je peux dire en voie d'achèvement, Bruno, en voie d'achèvement, pour présenter un petit peu tous les éléments de ce séisme. C'est un élément très fort, d'après Arkady Karakanian, qui nous a quittés aussi. Il estimait lors de la visite sur le site qu'on devait être sur 8 ou 10 sur l'échelle de Richter à peu près, ce qui est quand même une secousse très très forte, qui a généré plein de désordres. Alors là, c'est une illustration avec le soulèvement sur plus de 30 cm du sol de la ruelle. Donc on le voit très très bien sur ce cliché-là, on le va voir sur un autre juste après. Voilà, très marqué. Des conséquences sur les murs du temple, évidemment, fracturés, des blocs qui ont des rotations de blocs, des hammer shocks, c'est-à-dire des blocs qui éclatent sous la poussée verticale, en fin de compte, liée au séisme. Voilà, après, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je vais atteindre les limites de mes compétences sur ces questions-là. Voici, d'habitude, je montre le mur est du temple. Là, on est dans la ruelle sud. Donc, on a ici la façade sud du temple de Haldi avec les deux contreforts et l'extrémité qui est ici. Et en fait, en reprenant le travail qu'on avait fait à l'époque, je me suis rendu compte qu'on a un soulèvement là aussi colossal du mur, une accélération verticale qui a relevé complètement le mur. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner sur des élévations à 8-10 mètres plus haut. Et élément intéressant, toute la partie du mur qui est ici, toute cette partie-là, est une restauration très récente. C'est eux qui ont financé la restauration, parce qu'on ne pouvait pas continuer la fouille tant que ce mur-là n'était pas restauré. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus de mur. J'essaie juste de faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus de remparts de ce côté-ci de la forteresse. Plus de murs, ça on l'a observé. Le temple Yubsha, il en manque une partie, c'est dans le même alignement. Et en fait, c'est pour ça qu'on doit approfondir vraiment les archives Pouchkine. Je me demande si un jour ils ont trouvé le mur de la forteresse sur son flanc ouest. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il restait peut-être quelques éléments de fondation, mais il est fort possible que ce mur ait été détruit au cours de ce séisme. Ce qui serait évidemment un élément, vous l'imaginez, important. Oui, je vais venir après pourquoi c'est important. Voilà encore deux petites illustrations et des relevés. Des bricolages qui ont été faits rapidement après le séisme pour essayer de contenir les poussées, éviter que les murs s'effondrent. Il y a des réparations. Enfin, il y a plein d'éléments que l'on a pu noter. Et là, c'est vrai que le dialogue entre les spécialistes de la sismologie et les archéologues est intéressant parce qu'on essaye chacun du coup d'apporter un petit peu des éléments. On a été obligé nous-mêmes de conforter ce mur-là parce que je pense qu'autrement pour la fouille, ça aurait été un peu dangereux. Et puis, évidemment, juste après, des réparations très très importantes. Alors des petits contreforts, j'ai évoqué celui qu'on a vu tout à l'heure en photo, ici, en B, on récupère les marches qui permettaient d'accéder à la terrasse. Là, on a retrouvé les marches. On s'en sert comme soubassement. On monte ensuite un mur en briques pour essayer de contenir la poussée du mur. On ferme d'ailleurs, l'espace a dû être jugé dangereux à l'époque, on ferme la circulation, c'est-à-dire qu'on ne circule plus dans cette partie-là, c'est fermé. Et ailleurs, on met en place ici de très puissants contreforts. Celui-ci fait plus de 18 mètres de long, c'est vraiment exact. C'est colossal parce qu'il faut retenir la poussée des bâtiments qui sont derrière. Les murs sont en train de verser, donc on construit ces contreforts. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, la vie continue sur le site d'Erebuni, contrairement à ce qu'on pensait très longtemps. On construit Carmirblour, on abandonne Erebuni, pas du tout. On continue à vivre et à habiter. Et on a des petites constructions, U1, U2, U3, des petites habitations qui s'installent dans les espaces qui colonisent en quelque sorte
les anciens espaces des rues et des ruelles. Bon, ça, un probable petit sanctuaire avec niche, mais j'ai passé, pas être trop long. Voilà, voilà une vue en cours de fouille. Ce qui reste de la ruelle, c'est là où sont les 4 fouilleurs. Donc il reste 1m20, 1m30 seulement. Elle a été complètement rétrécie, colonisée par des petites constructions, et on installe des immenses contreforts. On en voit un à gauche, en briques d'adobe, en briques crues, qui viennent contrebuter en quelque sorte les murs pour éviter qu'ils ne basculent complètement. Voilà des niveaux d'occupation contemporains de cette période, ou légèrement postérieurs. Alors, pourquoi j'ai évoqué le fait que c'est un élément important, ce séisme? Parce qu'en fait, il nous repose la question des relations entre Erebuni et Carmirblour. Ce que l'on sait, ce que l'on nous dit depuis très longtemps, c'est que Carmirblour participe de la grande politique de construction du roi Roussa II. Roi Roussa II construit toute une série de forteresses. Et que donc très logiquement, il abandonne la vieille forteresse construite par Argishti au 8e siècle pour construire cette nouvelle forteresse. Et on a retrouvé, ça c'est un des boucliers qui proviennent du temple de Haldi d'Erebuni, retrouvés à Carmirblour. Donc c'était très logique tout cela. Il construit une nouvelle forteresse, on déplace les dépôts du sanctuaire pour les amener à une nouvelle forteresse, etc. Peut-être revoir les choses un peu différemment. Et si le séisme avait tellement endommagé la forteresse que tout compte fait, on ne peut plus la réutiliser, ou alors la réutiliser serait un mauvais présage aussi, parce que par un effet que j'ai pas évoqué, un effet de site en fait, le temple de Haldi est sur la partie la plus haute du rocher de la colline d'Erebuni. C'est-à-dire que c'est là où le séisme a tapé le plus fort. Donc il est très très possible que le temple de Haldi était, sinon totalement, au moins très très largement détruit. Or ces dépôts étaient accrochés au mur du temple, ça on le sait. Donc vous imaginez psychologiquement réutiliser, je pense aux sources grecques en particulier, il parle pas mal de ce genre de choses, réutiliser un espace qui a été ainsi souillé par un tremblement de terre, c'est pas imaginable. Donc voilà, il y a ça, et puis le fait que en creusant un petit peu le dossier, on s'aperçoit que le mur de la forteresse lui-même a peut-être été aussi détruit, si la forteresse n'a plus de porte d'accès ou autre, voilà, construire une nouvelle forteresse. Donc ça expliquerait peut-être ce lien, et quand on regarde en termes de datation, alors, avec les écarts de datation qui sont les nôtres, on est à peu près contemporain de la fondation de Carmirblour. Ça marche à peu près bien, 670, 660, ça pourrait marcher à peu près, compte tenu des imprécisions encore actuelles de nos datations. Et puis, j'approche des phases qui nous intéressent le plus. Période 3A, là, on arrive dans ce que nos collègues arméniens appellent le Leiturartu, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment, donc on est dans la période qui suit la fin de dernière inscription urartienne. Qu'est-ce que l'on constate sur le site? C'est l'apparition d'une nouvelle typologie de bâtiments très très particulière, qui sont ces petits bâtiments semi-excavés. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure du bâtiment U6. On n'a pas du tout dans les forteresses urartiennes avant. Ça c'est totalement, moi j'ai pas vu ce genre d'éléments, c'est très très bizarre. Voilà cette petite construction, la pauvre coincée entre deux bases de colonnes dans leur socle en béton, mais sorte de petite cave en quelque sorte, avec un mur à un seul parement, ce qu'on connaît bien par ailleurs dans l'architecture au 6e, 5e siècle avant notre ère sur le plateau arménien, on a ce genre de choses. Mais là, ça apparaît dans une forteresse, voilà, avec un mobilier qui clairement fait apparaître déjà des premières formes qui ne sont plus des formes urartiennes du tout. Donc les pourcentages que j'évoquais tout à l'heure, ça commence à bouger là. On voit que manifestement il se passe quelque chose. Alors ce qui est intéressant, donc voilà un petit détail des modes de construction de vue verticale. C'est on creuse, on construit ce petit parement, on bloque avec de l'argile derrière. Voilà, c'est vraiment de la construction très 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 simple. Certains pourraient parler de fond de cabane si on a un parallèle avec nos architectures. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que on n'a pas ça que Erebuni. On a exactement le même type de construction à Armavir, daté fin 7e siècle par Tiracian à l'époque, et on a la même chose à Carmirblour. Alors ça, c'est deux plans qui ont été publiés par Piotrowski. C'est pour ça que je voudrais vraiment remettre les mains sur ces notes de fouille, parce que j'ai envie de comprendre ça. Pour Piotrowski, il était très très troublé par ces constructions-là. Des constructions un peu sommaires, avec un peu de mobilier à l'intérieur, quelques vases à provisions, etc. Et il interprète ces constructions comme des constructions faites à la hâte, rapidement, pendant le siège de la forteresse. Or, on sait par l'étude botanique en particulier que la forteresse a été attaquée en plein été. Donc la nécessité de construire des abris ne paraît pas être une absolue évidence.
Quant à construire des abris de fortune dans la porte d'entrée à la forteresse et contre le mur d'enceinte, c'est encore plus troublant. Quand on a la défense d'un site à assurer, c'est le premier endroit où on construit des petites constructions comme ça, c'est pas dans la porte d'accès à la forteresse, chose qui ne va pas. Voilà, donc j'y reviendrai après, ça pose un problème de datation pour Carmire Blue. Moi, je serais personnellement tenté de considérer que ces constructions-là sont pas de la fin du VIe siècle, mais sont un peu plus anciennes et appartiennent plutôt à la période de transition que l'on évoquait tout de suite. Et puis la période 3B. Donc c'est notre fameuse grande salle à colonnes, donc à 30 colonnes, que nous pouvons placer maintenant de manière à peu près certaine, contemporaine de ce massif qui est au centre du temple de Haldi. Alors, quelques éléments, on va voir des photos tout à l'heure, bien sûr. Tous les plans publiés présentent toujours la grande salle à colonnes fonctionnant avec le temple de Haldi. Il faut oublier cela, ça ne fonctionne pas ensemble. La porte du temple de Haldi est tout simplement occultée par la construction du mur en briques crues qui est ici. Donc la niche était occultée. Et là aussi, parce qu'on n'a pas retrouvé le mur, mais on a trouvé la banquette dont je parlerai tout à l'heure. Donc, plus de connexion, peut-être par ici, mais plus de connexion entre la grande salle à colonnes et le temple de Haldi. Donc voilà le plan actuel de cette grande salle. On doit travailler encore dessus. Ça, on l'avait montré tout à l'heure. Je vais passer un petit peu plus rapidement. Voilà quelques détails. Pardon. Ici, on a un des murs en briques d'adobe, en briques crues, qui vient le long de la façade du temple. Ah oui, une petite précision que j'ai oublié de donner. Voilà. Pourquoi on construit ces murs ici? C'est parce qu'en fait, il faut garder un alignement pour qu'on puisse avoir le mur de la grande salle ici. Donc on va combler, on va fermer, obturer définitivement l'accès à la ruelle orientale et construire, doubler la façade du temple par un mur de briques d'adobe pour avoir une façade rectiligne ici. Donc voilà, un des murs de briques d'adobe. Un détail, on en verra un autre tout à l'heure, de la banquette. Donc une banquette en briques d'adobe que l'on trouve sur l'ensemble du pourtour de la grande salle à colonnes. C'est un élément, pour moi, assez déterminant. Et quelques éléments des sols de la grande salle qui sont conservés sous les fouilles de la fin des années 60. Voilà un détail de mur de briques d'adobe. Juste au passage, vous pouvez voir qu'à l'arrière du mur de briques d'adobe, le mur que l'on voit, c'est la niche avec les ressauts, la niche peinte, et le mur de la façade du temple. Notez, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais que tous ces bâtiments étaient totalement enduits d'argile. Il n'y a pas de pierre visible. La pierre est un système de construction pour isoler la brique d'adobe, mais elle est totalement enduite partout, extérieur et intérieur, c'est enduit. Voilà un autre secteur que l'on a ouvert, dans lequel on retrouve également ici la banquette, un peu abîmée, mais on a la banquette avec la partie supérieure, enfin la partie pour s'asseoir ici en quelque sorte, et je cherche le nom, je trouve pas un petit, bon, je trouve pas, non, c'est pas grave, en avant. Et voilà l'état de la banquette lors des fouilles, donc ça c'est les archives Pouchkine, lors des fouilles d'Ovaniciane, elle était totalement conservée, voilà. Avec un endroit d'ailleurs où il mentionne ce qu'il interprète comme un hôtel, qui à mon avis n'est pas un hôtel, mais en tout cas un aménagement très particulier, qui pourrait être un siège d'honneur. Et voilà, ça c'est une photo que j'étais bien content de retrouver aussi, c'est l'état, je ne sais pas si Rémi Boucharla a en mémoire Godine Tepe ou Tepe Nouchijan, ça évoque tout à fait ce genre de choses. Donc voilà le niveau de sol des fouilles de 68, des années 50, pardon. Le niveau de sol avec nos bases de colonnes, en fait, ce sont de simples supports. Voilà, la base de colonne. D'abord, il n'y a pas deux bases identiques, il y a du réemploi de bases wartéennes, il y a toutes sortes de choses. Et ensuite, ces couronnes de pierre que nous, on a retrouvées, et le niveau de sol qui vient à ce niveau-là. C'est-à-dire que la base n'est pas visible, elle supporte un poteau vertical. Et ensuite, il faut imaginer, bien évidemment, en tout cas, c'était le cas sur Tepe Nouchijan, sauf erreur de ma part, une base qui est formée en briques d'adobe. Voilà, donc on a quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'architecture wartéenne classique. On est sur un autre registre, complètement autre chose. Donc évidemment, la grande salle d'Erebuni pose un problème majeur. Alors, la datation que je l'avais mise précédemment, j'ai oublié d'insister. Voilà, 630, 560, c'est la fourchette large sur laquelle nous sommes pour l'instant. J'espère qu'on pourra un petit peu l'affiner. C'est pas absolument évident. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, deux choses, pardon, qui sont certaines. Elle n'est ni urartéenne,
ni Achéménide. Enfin là, on est vraiment entre deux. Et pourquoi je parlais des peintures tout à l'heure, c'est que si on regarde attentivement les publications d'Ovanicienne en particulier, et pas que les siennes, mais la grande majorité des peintures viennent de la grande salle à colonnes. Il y a d'autres décors peints trouvés ailleurs, j'en ai trouvé également dans d'autres pièces, mais la très grande majorité, ce qui est publié, vient de la grande salle à colonnes. Donc se servir des peintures de la grande salle à colonnes pour attribuer une autre salle d'une forteresse à la période ouartéenne me paraît effectivement un petit peu glissant, puisque nous, on peut démontrer qu'elles ne sont précisément pas ouartéennes. Voilà. Voilà, donc la question principale, évidemment, et je ne prétends pas apporter de réponse ce soir, parce que la question est évidemment très compliquée, c'est quel pouvoir peut être à l'origine d'un tel programme monumental. Vous avez bien compris qu'en fait, dans cette période de transition, à partir de 640, on a deux phénomènes. Premier phénomène, c'est ces petites constructions relativement légères qu'on retrouve dans d'autres forteresses. Bon, ça c'est un premier élément qui pourrait correspondre à ce que nos collègues arméniens appellent le Leit Urartu. Bon, je veux bien. Bon. Et puis il y a une deuxième phase qui est une phase du monumentalisation. On change complètement, ça n'a plus rien à voir. Donc quel pouvoir peut être en capacité pendant cette période-là de construire une grande salle à colonnes de ce type-là, qui est un modèle qu'on ne trouve pas du tout à la période ouartéenne. On n'a pas de grande salle de ce type-là, ça n'existe pas. Voilà. Et tout cela avant la période achéménide. Alors, quelques comparaisons. Évidemment, faut commencer par des comparaisons et on va continuer à en faire. L'édifice qui s'en rapproche le plus, qui a été précisément étudié par David Stronach, c'est Godine Tepe. Donc on est dans le Zagros central, c'est-à-dire qu'en fait c'est une grande salle attribuée, alors je ne vais pas réouvrir la question et le débat sur les Mèdes, qui est un débat très compliqué, mais attribuée aux Mèdes. C'est exactement, celle d'Erebuni est juste 10% plus grande, c'est les mêmes bases de colonnes, les mêmes banquettes périphériques. Notez que l'on a, ça ne va pas très bien sur ce plan-là, ici à Godine, on a ce qu'il appelle un siège d'honneur, qui est effectivement un aménagement particulier dans la banquette pour un invité d'honneur, on va dire. Eh bien, on a la même chose qu'avait trouvé Ovanicienne ici. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de relevé très précis, mais même chose, même emplacement. Donc voilà, deux choses qui sont assez proches, puis on va rajouter une troisième parce qu'on aime bien ça. Armavir. Armavir, reprenons les notes de Tiracian, il a une salle à colonnes aussi, et il la date à la fin du 7e siècle, c'est-à-dire la même période. Alors, il faudra reprendre ces critères de datation, revoir cela un petit peu dans le détail, mais on aurait au moins deux salles à colonnes de ce type-là, dans les deux cas postérieurs à la période achéménide, à la période ouartéenne, excusez-moi, oula, lapsus, et antérieure à la période achéménide. Alors, évidemment, quelques éléments de synthèse pour que l'on puisse... j'avais promis qu'on essaierait de revoir les sources par rapport à nos données archéologiques. Donc, premier élément, à partir de 640, plus d'inscriptions ouartéennes. Et nous, on constate sur Erebuni un changement dans les modalités d'occupation de la forteresse autour de 640 à peu près. Ça fonctionne bien. Le début de cette période de transition à Erebuni correspond à la période 2B, c'est les petites constructions dans les espaces de circulation, mais attention, prudence, ça succède à un séisme. Donc, c'est peut-être le séisme qui fait qu'on a des petites constructions. Il faut être prudent aussi et pas non plus foncer dans l'hypothèse de tout de suite. Et surtout, la période 3A qui se manifeste par une nouvelle construction, c'est nos petites constructions semi-excavées. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui est très marquant, qui apparaît soudainement qu'on n'a pas du tout dans les autres forteresses, sauf à chaque fois à la même période, hormis Karabian-Burg, je vais y revenir un petit peu. Et puis, quelques éléments quand même, que j'avais déjà signalé dans une conférence à l'Académie d'inscription, c'est un passage de Moïse de Corène dans l'histoire de l'Arménie. Alors, Moïse de Corène, Moïse écrit beaucoup plus tard, évidemment, que les faits qu'il relate, mais ce que Jean-Pierre Mahé a pu démontrer, c'est que beaucoup des sources utilisées par Moïse sont fiables, et que globalement, c'est un peu le Grégoire de Tours arménien, hein, que globalement, ces données sont fiables. Vous allez voir qu'on a peut-être un élément de fiabilité en plus. Donc un passage de Moïse de Corène, dans son livre 1, mentionne un premier dynaste arménien, dénommé Parouir, fils de Skyordi, qui aurait gagné les insignes de la royauté, je cite, en apportant une aide militaire aux Mèdes Verbekès pour se rendre maître de la Syrie et de Ninive. Donc selon Moïse de Corène,
Parouir serait contemporain de Sardanapale, c'est Assurbanipal. Alors, j'ai fait un petit tableau après pour mettre tout ça un peu dans l'ordre. Et l'élément qui est assez troublant, alors que Jean-Pierre Maé n'avait pas, donc il est ravi de l'avoir, cette mention de Moïse de Corène semble bien, encore une fois, confirmée par une inscription sur tablette d'argile découverte à Topra-Calais, publiée pour la première fois en 1907 par Lehman Haupt. C'est une petite tablette d'argile, donc la transcription est beaucoup plus difficile que sur les inscriptions lapidaires. Et une nouvelle translittération qui a été revue par Avayazan en 2015 propose d'identifier dans ce texte la mention d'un roi puissant, Tiara Lugal. Lugal, c'est le terminatif pour roi. Donc un roi puissant, ce qui est déjà une première anomalie. Il n'y a jamais mention d'un roi puissant dans les inscriptions urartéennes. Le seul roi puissant, c'est le roi d'Urartu. Donc on ne mentionne pas notre roi puissant. Là, on en mentionne un, c'est assez curieux quand même. Du pays de Ishkugu, contemporain de Roussa II, dénommé Saga ou Saka, Dumus et fils d'eux. Et évidemment, il est tentant de faire le parallèle entre Saga Dumu, c'est-à-dire en fait Saka Dumu, fils de Saka, et Skyordie, qui en vie arménien veut dire le fils de Sky. Donc on a vraiment quelque chose d'assez troublant. Et il est mentionné donc que ce Saga ou Saka, qui propose d'assimiler à Skyordie, se rend dans le pays de Mana, donc qui est à l'est, au sud-est du lac Urmia, donc c'est des voisins des Mèdes, là aussi un peu dans le même secteur. Voilà, on ne sait pas d'où, ni dans le texte de Moïse, ni dans le texte ni dans l'inscription, on ne sait précisément où règne ce Skyordie ou ce Parouir. Voilà, donc ces éléments apportent un éclairage sur la période qui précède la conquête de Cyrus et l'apparition donc de l'Arménie dans les premières inscriptions, dans les premières sources épigraphiques. Donc j'ai essayé c'est provisoire et c'est un test de voir comment on pouvait essayer de rassembler un petit peu tout ça et voir s'il y a un peu de cohérence dans tout cela. En haut, c'est tout simplement la succession à peu près assurée des rois d'Assyrie jusqu'à la chute de Ninive, donc avec Sennacherib, Esarhaddon, Assurbanipal, etc. Puis les rois d'Urartu, Argishti II, Roussa II, Roussa III possible. Il y a encore beaucoup de discussions sur l'ordre de succession des rois, notamment pour Roussa III. Et Sardouri III, qui semble bien être le dernier, silence des sources. J'ai replacé l'hypothèse, en tout cas, qui est proposée par les épigraphistes pour situer le règne de Skyordie, enfin l'existence de Skyordie, parce qu'il n'est pas mentionné comme roi, en tout cas, par Moïse, mais il le serait par l'inscription, et son fils Parouir. Et puis en bas, essayer de caler ça un peu par rapport aux périodes d'Erébouni, en signalant, premier élément, le séisme. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il est à peu près contemporain de la création de Carmière-Blour. Ça marche relativement bien. Ça, je pense qu'effectivement, on a quelque chose qui me semble cohérent. Ensuite, période des réparations, les constructions légères, les constructions semi-excavées et la grande salle à colonnes. Avec ces deux flèches rouges pour essayer de résumer un petit peu les choses et les interrogations qui restent malheureusement entières. Parouir, je trouve que la datation proposée par la publication que j'ai citée à l'instant est un petit peu tôt. Parce que, sauf erreur de ma part, Moïse de Corène précise qu'il a aidé les Mèdes pour la chute de la Syrie. Or là, on serait plutôt en 612. Je me demande s'il ne faut pas décaler un petit peu Parouir vers 612, qui du coup le rapproche de la phase de notre construction semi-excavée ou de la phase de notre grande salle à colonnes. Donc on commence peut-être à avoir des pistes relativement intéressantes, me semble-t-il. Et puis un autre problème majeur, mais que je ne sais pas résoudre pour l'instant, sauf à reprendre un jour soit les carnets de fouilles de Petrovski, soit la fouille de Carmière-Blour, c'est la description de Carmière-Blour. La présence des bâtiments semi-excavés et le peu de mobilier publié que j'ai pu voir par Piotrowski indiquerait plutôt une datation un peu plus ancienne que 585, qui me semble bien tardif, sauf si effectivement on a deux choses très différentes et que les constructions semi-excavées ne sont pas contemporaines du siège, mais soit éventuellement
antérieure. Puis ici, une petite carte quand même pour conclure sur ces perspectives un petit peu historiques et les questionnements qui se posent aujourd'hui. Je disais à l'instant que Moïse de Corrène ne situait pas où Skyordi et Parouir pouvaient exercer leur royauté. Enfin, il y a quand même une mention. Il y a une mention puisqu'il réinstalle dans les montagnes de Sim, c'est le être exact, deux parricides en fait qui ont tué le roi d'Assyrie. Or les montagnes de Sim, ça correspond à Choupria, ce petit état tampon qui est ici, qui est sans arrêt contraint entre d'un côté la soumission aux Assyriens, tantôt les Urartiens. Donc voilà, petit état tampon qui semble en tout cas pouvoir correspondre à ce que mentionne Moïse de Corrène. Alors, je ne vais pas conclure et dire qu'effectivement le siège de la première royauté arménienne serait quelque part dans la région de Choupria, mais c'est une piste possible, en tout cas qui n'est pas en contradiction avec ce que l'on peut observer. Voilà, écoutez, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie de votre attention et je suis là pour répondre à vos questions. Écoutez. Bien, merci Monsieur Deschamps et effectivement, bon, je vois que c'est peut-être un petit peu tard pour beaucoup de gens, mais s'il y a des questions ou des observations. Monsieur Bouchard, là. Oui, merci Stéphane de cette présentation. Je voulais juste faire une remarque sur tes dernières phrases à propos de cette salle à colonnes qui est certes impressionnante, mais comme celle que tu as évoquée à Godin-Tepe, ces forteresses sont finalement celles de ce que les Assyriens appelaient des rois mèdes. Des rois mèdes, c'est des chefs de tribus sédentaires ou nomades. C'est le roi de la vallée, hein. C'est guère plus que ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille chercher absolument une relation entre des noms de princes, rois. Je ne sais plus j'ai déjà oublié le nom de ce monsieur qui est cité par Moïse de Corrène. Mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas une construction par le petit roitelet local, comme c'était le cas à Godin-Tepe en Iran ou d'autres lieux, et rien de plus? Ce sont des constructions quand même grandes, mais relativement modestes, en briques crues. Tu l'as bien montré, des bases avec quelques dalles et puis des poteaux de bois par-dessus, qu'on devait couvrir de plâtre, d'ailleurs, parce que ça les faisait plus gros, plus jolis, puis on pouvait les peindre, mais ça reste quand même relativement modeste. C'est ça que je veux dire. Oui, complètement d'accord. J'aurais pu citer effectivement les derniers travaux d'Hilary Gopnik sur la question justement de ces grandes salles et la question de ces chefs en fait qui sont parfois qualifiés de rois, mais en fait qui sont ce qu'on appelle les Bel Ali, qui sont en fait des chefs de petites tribus dans les vallées ou autres. Voilà, effectivement. En revanche, ce qu'elle met en avant, qui est un élément, une piste qui me semble intéressante, c'est la fonction de ces grandes salles comme lieu de rassemblement, qui là du coup nous change complètement. C'est qu'en fait, c'est là où il y a une vraie césure, me semble-t-il, qu'il s'agisse d'un roi ou d'un roitelet ou effectivement d'un petit prince de tribu ou autre. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en revanche, ces grandes salles, c'est une construction, comment dire, politiquement a un sens. Et c'est là où il y a un vrai changement par rapport à la période urartienne. La difficulté, on le sent bien, c'est tout le débat qu'il y a pu avoir avec Rollinger, etc., sur la question des Mèdes. Or, pour l'instant, j'ai beau tordre le problème dans tous les sens, les seules influences architecturales que je vois sur cette salle-là, on les cherche dans cette direction-là, a priori. Voilà. Après, ça peut être des modèles qui se diffusent. Voilà. Je veux pas dire par là que des Mèdes sont venus construire la grande salle. Ça, c'est pas du tout l'objet évidemment. Mais très clairement, il y a une influence architecturale très très nette. Et voilà, s'interroger sur la signification politique de cela, à mon avis, ça me paraît être un point intéressant. Mais je te rejoins complètement. Même on peut se demander parfois si le terme de roi n'est pas le terme employé quand on méconnaît les structures effectivement de ces pays-là. Et effectivement, Moïse de Corrène peut utiliser le terme roi parce que c'est celui qu'il a entendu, mais ça ne correspond pas c'est pas une royauté au sens où on peut l'entendre, tout à fait.
Maxime Froid. Ah, pardon. J'ai un certain nombre de dizaines de questions à poser, mais je vais en garder qu'une, précisément par rapport à cette affaire de Roi. Est-ce que les bas-reliefs, les fresques, qu'on a découvertes, si on considère acquis qu'elles ne peuvent pas être roartéennes, on peut y trouver une influence directe ou indirecte, soit des sites, soit des peuples envahisseurs nomades, et qui nous permettent de faire un petit peu le lien avec effectivement les quelques informations que l'on a sur cette période de transition, durant laquelle effectivement un certain nombre de présence politique de ces nomades est plus ou moins attestée, au moins en pointillé. Très difficile, c'est un peu une question piège, très difficile à dire parce qu'en fait, je pense que j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça qu'il fallait reprendre intégralement le dossier des peintures, en fait, pour dire les choses de manière beaucoup plus claire. Ça me paraissait être quelque chose de relativement simple. Bon, là, et Félix Tamartirosov, à l'époque, m'avait déjà mis en garde. Attention, il y a plusieurs phases picturales. Alors pour lui, il y avait des peintures achéménides, évidemment, voire postérieures, etc. Donc, je pense qu'il faut reprendre tout le dossier parce que il y a encore pas mal d'éléments peints, y compris conservés au musée Pouchkine, qu'il faudrait réétudier. Alors, je sais qu'il y a un jeune doctorant qui travaille ces questions-là actuellement, qui rentre en contact avec moi il n'y a pas très longtemps. Il faudrait, à mon avis, repartir à zéro parce que tout ce qui a été pour l'instant présenté, c'est du patchwork et voilà. Donc, quelle est la fiabilité de cela? Voilà, donc moi pour l'instant, je reste assez prudent sur la question des peintures. Voilà, moi j'en ai retrouvé plusieurs, sans décoration particulière, des petites choses très très simples, en place dans des niveaux qui étaient effectivement roartéens. Donc on a ces peintures dans les niveaux roartéens, il y a aucun problème. Ce qui me pose effectivement problème, c'est ce que tu as souligné, c'est que la majorité de ce qui a été pour l'instant présenté provient de la grande salle à colonnes. Et c'est là où il y a une vraie difficulté. Voilà, est-ce qu'on va avoir une évolution entre les décors peints antérieurs et ceux-là? Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments, me semble-t-il. Mais c'est vrai que c'est un élément important. Oui. Merci Stéphane, c'est vraiment une enquête de détective que tu mènes. Et depuis 4 ans, moi je vois évoluer ton questionnement et je trouve vraiment passionnant. Moi j'aurais une question pour qu'on puisse comprendre quel enjeu il y a derrière ces questionnements. Pour les Arméniens, pour les archéologues, ce travail interdisciplinaire... pourquoi est-ce qu'il y a tant d'interrogations sur cette période de transition? Quelles sont les conséquences de ces datations? Oui, ça c'est... Comment dire? C'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile parce que... comment expliquer ça? C'est des sujets dont on débat assez fréquemment avec nos collègues arméniens et qui parfois j'essaie de leur expliquer qu'il faut arrêter de regarder Urartu uniquement avec une carte pour se dire l'Arménie c'est Urartu et que peut-être que l'Arménie c'est justement plutôt cette période de transition, c'est pas en cette période de transition qu'elle émerge. Voilà. Or il y a une tendance actuellement, actuellement, c'est pas récent, à regarder une carte en disant voilà la grande Arménie c'est Urartu, donc Urartu c'est l'Arménie, voire même j'ai entendu c'est des Arméniens. C'est pas du tout la même langue, ça n'a rien à voir. Donc peut-être qu'effectivement replacer un petit peu les choses et redonner à comprendre cette histoire un petit peu complexe me paraît un élément important. Voilà. Mais que dire de plus, c'est pas très facile. Et puis en termes de valorisation, je pense de ce patrimoine, je pense qu'il y a un beau travail à faire, mais surtout parce qu'il sera fait un jour. Tu parlais tout à l'heure de Gagik Gourgian, qui est le conservateur du musée. Un jour ou l'autre, il va réussir, lui ou quelqu'un d'autre, à avoir des financements pour restaurer le site. Il ne faudrait pas qu'on reparte dans cette aventure et qu'on refasse encore une fois
n'importe quoi. Enfin, c'est pas méchant ce que je veux dire par rapport à ce qui a été fait dans les années 60, mais ce que je veux dire par là, c'est que au-delà des matériaux qui sont pas bons, etc., les erreurs, elles sont pas que là, elles sont aussi à vouloir restaurer avant de comprendre, avant de voilà. Et je pense que là, moi, on a beaucoup discuté de ce genre de choses aussi. Attention à pas aller trop vite dans la valorisation de ce patrimoine tant qu'on l'a pas bien compris. Voilà. Et je pense que les erreurs ont été faites, il faut pas les recommettre. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Après, il faut surtout poser la question à nos collègues arméniens, quel est le sens que eux accordent à cela. Ce que j'ai pu constater, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis qu'on a repris ces travaux sur les Rébounis, l'affluence sur le site est beaucoup plus importante qu'avant. Donc il y a un regain d'intérêt. Ce site était complètement tombé pas dans l'oubli, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais il n'y a pas grand monde à venir sur la colline dans les années 80-90, c'est un peu déserté quand même. Donc voilà, ça a repris un petit peu, ça veut dire que ça intéresse les gens et c'est un élément sans doute de l'histoire nationale sur lequel il faut avancer un petit peu, mais avancer, je dirais, de manière clairvoyante, c'est-à-dire sans idées préconçues et enfin, voilà, c'est pas toujours évident. Bien, il nous reste à vous remercier encore une fois et puis à vous remercier tous d'avoir été présents ce soir. Avant de vous quitter, juste vous faire une petite annonce concernant la conférence de janvier. Madame Perello ne pourra assurer cette conférence, elle en est fort désolée et vous prie de l'en excuser. Donc pour les conférences Pouillou, c'est un peu compliqué de faire une conférence de remplacement, à moins que, peut-être, Maxime. Non, je ne sais pas. Non, c'est un peu trop juste maintenant. Donc, je vous donne rendez-vous en février pour la conférence de Monsieur Trinquet sur les animaux dans l'Antiquité, les collections, zoos et exhibitions. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et une bonne soirée, un bon retour.